Voilà. Alors bonjour à tous, donc je vous accueille dans ce webinaire réalisé par les collectivités forestières de l'Île-de-France en partenariat avec l'AREC Île-de-France et FIBOA Île-de-France, qui sont ici représentés par Sophie Dedieu pour l'AREC et Marine Hoffel de Villecourt pour FIBOA. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinaire intitulé « Favoriser l'intégration des enjeux de la forêt du bois dans vos PCAET ». Pour vous en parler un peu plus, je vais laisser notre président, le président de l'Union régionale des collectivités forestières d'Île-de-France, Monsieur Mathieu Delcambre, également maire adjoint à Boutigny-sur-Essonne, vous présenter un petit peu l'objet de ce webinaire, pourquoi on a voulu réaliser cette thématique, et voilà, pour pouvoir faire un mot d'accueil, justement, qui fasse le lien avec vous. Je vous en prie, Mathieu, je vous laisse la parole. Merci Pierre-Jacques. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je tiens à remercier Pierre-Jacques, nos amis de FIBOA et l'agence régionale Énergie-Climat qui nous permettent d'organiser ce webinaire à destination des élus et des services techniques comme administratifs des collectivités franciliennes. Vous le savez, le plan climat, air, énergie territoriaux, ce sont des outils stratégiques et opérationnels qui permettent aux collectivités de structurer leur politique énergétique et climatique à l'échelle de leur territoire. Ce document, c'est une des réponses pour améliorer la soutenabilité écologique de nos bassins de vie franciliens notamment. Intégrer la dimension forestière et la filière bois à ce document permet d'ouvrir donc la voie à une meilleure prise en compte des forêts, de leur gestion durable et multifonctionnelle, sans oublier l'usage du bois. C'est tout de même 27% du territoire régional qui permet d'atténuer et d'adapter notre territoire aux effets du changement climatique. Ainsi, je ne peux que vous encourager à intégrer ce levier essentiel qu'est l'écosystème forestier afin d'affirmer une vision cohérente et durable de l'aménagement du territoire. Enfin, et dans cette logique de l'élu prescripteur, puisque nous abordons la question de l'aménagement, n'oubliez pas qu'au sein des collectivités forestières d'Île-de-France, nous sommes en capacité de vous accompagner sur cette dimension, en lien avec vos PCAET bien sûr, qu'il s'agisse de la gestion du foncier pour récupérer les biens vacants et sans maître, la sensibilisation des plus jeunes avec les forêts pédagogiques, l'accompagnement à la remise en gestion de la forêt et les projets liés au bois construction comme au bois énergie. Je suis donc très satisfait de pouvoir vous proposer aujourd'hui cette formation avec FIBOA et l'Agence régionale énergie-climat et je vous souhaite évidemment un très bon moment avec nous. Nous restons bien entendu disponibles avec la directrice Clotilde Garot et notre chargé d'animation Pierre-Jacques Rivière si vous avez des questions ou des besoins particuliers. Merci beaucoup. Je vous remercie Mathieu pour ce très beau mot d'introduction qui définit bien le contexte de notre webinaire. À ce titre, on en arrive donc au sommaire où je vais pouvoir présenter le déroulé donc, que vous avez déjà eu en pièce jointe normalement. Voilà, on va partir sur une introduction un petit peu, vous faire un point de contexte sur les PCAET, qu'est-ce que c'est, comment ça s'inscrit en Île-de-France. Présentation qui sera réalisée par Sophie Dedieu de l'AREC. Ensuite, on en arrivera sur une partie plus concrète sur les solutions possibles pour intégrer donc, les enjeux du bois et de la forêt dans les PCAET, avec une première partie réalisée par FIBOA sur les potentiels de la filière, et nous, on prendra le relais, Collectivité forestière d'Île-de-France, pour vous donner le rôle de l'élu pour conjuguer filière forêt-bois et stratégie climatique, donc en vous donnant des axes d'action. Et enfin, on arrivera à la partie témoignage, justement, où on fera intervenir des élus ici présents qui pourront parler de comment eux, ils ont pu intégrer ces choses-là, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, et aussi vous pouvoir présenter des actions de financement, des subventions, donc quelque chose, je pense, qui pourra vous intéresser. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, on a un programme assez chargé, donc je vous propose de partir tout de suite, et je vais donner la parole à Sophie Dedieu de l'AREC, qui va pouvoir nous faire ce point de contexte sur les PCAET. Sophie, je t'en prie, c'est à toi. Merci Pierre-Jacques et merci à Monsieur Delcambre pour ces mots d'introduction qui amènent bien le sujet du plan climat. Alors, je vous ai préparé quelques diapos pour expliquer en quelques mots cette démarche. Donc, c'est une démarche réglementaire territoriale qui est portée par le PCI.
et qui, cet EPCI est coordinateur de la transition énergétique au niveau local, hein, en lien étroit bien sûr avec les communes membres et qui travaille aussi de concert avec les parties prenantes de ce même territoire. C'est un outil de planification de cette transition énergétique qui est à la fois stratégique puisque après le diagnostic, il pose des axes, des grands axes stratégique et opérationnel, parce qu'il y a un programme d'action assez fourni sur l'ensemble des enjeux portant sur l'énergie et le climat. Le plan d'action concerne le patrimoine, les compétences évidemment de l'EPCI, mais aussi les activités qui se déroulent sur ce territoire. C'est donc un document cadre qui vise à adapter ce territoire au changement climatique et à réaliser sa transition énergétique avec la réduction des gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques, de la consommation d'énergie et de favoriser les nouvelles énergies et la sobriété énergétique. Alors, ce plan climat en Île-de-France, mais là je vais rien vous apprendre, il s'inscrit dans un contexte particulier, celui d'une région qui présente de fortes concentrations de population à certains endroits, une densité des activités économiques et industrielles dans une certaine mesure, une pression sur le foncier et une intensité des flux de mobilité. Donc là, je vous ai proposé une brève chronologie de l'intégration. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que ça va prendre beaucoup de temps, mais vous pourrez le consulter après. Juste vous dire que le plan climat dans la réglementation, on le retrouve dans l'article L229-26 du Code de l'environnement et qui définit les objectifs et les attendus et le contenu du plan climat. Et peut-être juste revenir sur ce décret du 28 juin 2016 qui marque l'obligation d'intégrer cette problématique de la séquestration carbone et qui est évidemment en lien assez étroit avec cet enjeu forêt-bois. Tu peux peut-être passer le slide, Pierre-Jacques. Voilà. Alors, le plan climat. Ça c'est la partie commentée. Si tu peux revenir à une présentation à partir de la diapo actuelle, tu vois, en haut. Voilà. Ah bah, on va revenir en arrière. Donc, le plan climat s'intègre dans un cadre réglementaire, on va dire, abondant, pour ne pas dire complexe. Et là, c'est une Excusez-moi, présentation. Sophie, pour ça. Il y a aucun souci, Pierre-Jacques. Alors, j'en profite juste pour t'interrompre une petite seconde. Ouais. Une contrainte légale que j'ai oublié de vous préciser, on enregistre le webinaire. Donc, si tout le monde est consentant, si quelqu'un n'est pas consentant, faites-le nous savoir. On a plusieurs élus qui nous ont demandé justement à pouvoir assister, pouvoir visionner le replay, comme ils ne peuvent pas être présents malheureusement. Donc voilà, si ça pose problème à quelqu'un, faites-le nous savoir en commentaire. Sinon, on continue l'enregistrement. Voilà, excuse-moi pour cette interruption. Je te t'en laisse prie, reprendre, Sophie. c'est un élément toujours obligatoire, je crois, hein, à donner Exactement. et important. Donc, pour revenir sur le plan climat, il s'intègre dans un cadre réglementaire complexe, abondant, on va dire, avec une illustration que vous pouvez trouver ici. Alors au niveau national, hein, mais vous connaissez aussi ces stratégies et programmes. Il y a la stratégie nationale bas carbone hein, qui est le cadre global pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On a la PPE, le programme pluriannuel de l'énergie, qui décline cette politique, et le PNAC, le plan national d'adaptation au changement climatique, qui, elle, se concentre sur cette partie adaptation. Au niveau régional, nous avons évidemment le SRCAE, ça c'est le document cadre, le document phare qui planifie les actions en matière de climat et d'énergie et de qualité de l'air. Et le plan climat doit être compatible avec ce schéma régional. Juste pour information, le schéma régional de 2012 est actuellement en cours de révision. Il y a eu le 16 septembre dernier une journée de
concertation d'échange avec les collectivités. Courant 2025, il devrait terminer cette révision pour une adoption à la fin de cette année. Donc ça, c'est vraiment un élément fort et important qui permettra d'actualiser les enjeux globaux au niveau du plan climat. Le plan, il y a aussi au niveau régional le plan de protection de l'atmosphère. Le plan climat doit être aussi compatible avec ce plan. Il y a évidemment le SDRIF-E qui fixe les grandes orientations d'urbanisme, de transport et de développement durable. Et ce schéma peut demander la mise en compatibilité des plans climat. Il n'y a pas la même relation, une relation un peu moins directe, mais existante. Concernant la forêt et le bois, Pierre-Jacques, je peux lire ce que tu as marqué ou sinon je vais prendre la main Ok. dessus. Alors moi, je vais vous présenter plutôt donc, les connexions entre les documents d'urbanisme qui touchent la forêt et le bois. Donc, je vais notamment vous parler du SRB, donc le schéma régional de biomasse, donc qui découle du SNB. Donc le PCAET et le SRB, c'est plutôt deux outils complémentaires en termes de transition énergétique locale, bien entendu. Le SRB, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va identifier et cartographier le potentiel en biomasse, donc notamment en bois, qui sera disponible sur le territoire. Et c'est une information qui va être essentielle pour ensuite planifier et financer des projets en bioénergie. Donc évidemment, pour l'exemple le plus connu, la création de chaufferies biomasse. Donc voilà. Et ensuite, ça pourrait être intégré dans le PCAET. Donc c'est en ce sens qu'ils sont complémentaires. Et ensuite, je vais vous parler du PRFB, donc Programme régional de la forêt et du bois, donc qui découle aussi du PNFB. Lui, il va définir les orientations régionales pour une gestion durable des forêts et le développement de la filière bois. Donc en fait, il va apporter une expertise sectorielle et des mesures concrètes pour valoriser et gérer durablement les ressources forestières. Et c'est ce qui va permettre aussi d'intégrer ces choses dans le PCAET. Donc là encore, on a un outil complémentaire. Voilà, je te propose, Sophie, de passer à la slide suivante. Juste parce que là, on s'était arrêté au niveau régional et évidemment au niveau intercommunal et local. Il y a ce fameux plan climat qui est au centre de notre attention aujourd'hui, qui est la déclinaison du SRCAE. Il y a aussi des SCOT qui peuvent être réalisés maintenant en même temps avec des plans climat. Le PLU, PLUI qui doivent être compatibles avec les plans climat. Je me permets juste ces petites précisions qui sont quand même très importantes. On peut passer à la slide suivante. Alors ça, c'est un visuel pour vous présenter l'avancée des plans climat en Île-de-France. En Île-de-France, donc il y a 59 collectivités EPCI qui sont obligées, donc de plus de 20 000 habitants, qui sont obligées de réaliser un plan climat. Cette année, il y en a plus de 70% qui sont en cours de déploiement. Donc de mise en œuvre, hein. Ils ont adopté leur programme et ils sont en train de le mettre en œuvre. Et un peu moins de 30% qui sont encore en phase d'élaboration plus ou moins avancée de leur programme d'action. Et juste pour vous donner un petit ordre d'idée, il y a 4-5 ans, la proportion était inverse. Il y en avait assez peu qui étaient en cours de déploiement et presque 70% qui étaient en cours d'élaboration. Donc, on a bien avancé. Et juste une petite précision, il y en a actuellement, puisque les plans climat ont quand même plusieurs années. Les plans climat ont une durée de vie de 6 ans, avec un bilan à mi-parcours à 3 ans et une révision au bout de 6 ans. Ce bilan, c'est un bilan plus qui permet de récapituler les réalisations. La révision va être plus sur de l'évaluation là, qui permet d'aller un peu plus en profondeur en termes de résultats et qui permet de réactualiser éventuellement les enjeux et les priorités. Et en Île-de-France, il y en a 11 là qui arrivent cette année, l'année prochaine, au bout de ces 6 ans et qui vont devoir réviser, réactualiser. Et ça peut être un moment très opportun. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire d'une manière ou d'une autre, hein, mais parmi ces collectivités, la question, l'enjeu forêt-bois peut être approfondie à cette occasion.
Peut-être que tu peux passer à la slide suivante, je te remercie. Alors ça, c'est une vision assez globale, mais ça donne un peu une idée en volume d'action des sujets qui sont plus ou moins traités. Assez logiquement, hein, la mobilité, l'aménagement, construction sont des sujets quand même qui sont très importants, qui sont bien traités en termes de volume. On voit aussi qu'à ce même ordre, on a la gouvernance et l'agriculture, consommation, déchets. Dans cette famille-là, c'est quand même plutôt les déchets qui représentent plus de la moitié de ces actions. Et nous avons évidemment l'énergie, les nouvelles énergies, les réseaux, puis la préservation et gestion des ressources du territoire et l'approche économique. Donc parmi ces grandes familles-là, il y a quelques actions qui sont en termes de volume assez peu nombreuses, hein, qui concernent la forêt et le bois, qu'on peut retrouver dans l'aménagement et construction par exemple, dans la préservation, gestion des ressources ou dans l'énergie. Donc, on peut passer des slides suivantes pour aller un tout petit peu plus loin dans les actions. Alors, sur les actions liées à la préservation de la forêt, elles sont encore peu nombreuses. Je précise juste que il y a peut-être des actions qui manquent, mais là, l'analyse se porte sur 33 plans climat sur les 43 qui sont en cours de déploiement. On est en train de réactualiser, d'améliorer, de consolider notre base de données. Donc, sachez qu'il y a peut-être aussi des actions qui n'apparaissent pas. Mais je tenais quand même à préciser cela. Donc, vous voyez quelques actions qui apparaissent. Et donc c'est des actions de protection, de gestion durable ou plus spécifiquement de sensibilisation et d'information. Il y a par exemple l'action 19 du plan climat de Grand Paris Sud-Est à venir, qui préserve et promeut le massif de l'Arc boisé, qui s'étend sur plus de 3000 km, qui est un beau massif. Et qui prévoit d'y développer de nouvelles activités d'écotourisme. Donc là, on est vraiment sur une valorisation et une gestion durable de cette forêt. Nous avons aussi l'action, par exemple, hein, je n'ai pas tout décliné, 3.7 de GPSCO de Grand Paris Seine et Oise, qui, dans le développement de sa filière bois énergie, a quand même, parce que quelquefois on a des sous-actions qui restent néanmoins très importantes, l'idée d'assurer une gestion durable, de respecter une charte forestière et de mettre en place une politique de reforestation. Et nous avons aussi, par exemple, l'action de... Excuse-moi, Sophie, je me permets juste de te dire qu'en tant que maître du temps, Je je vais... pense que tu ne pourras pas toutes les citer. Désolé Non, non, d'en non, venir non, là. c'était pour donner Voilà. deux exemples, mais Oui, on très bien, peut... très bien. Voilà, voilà, je parce te laisse que reprendre. C'est juste pour c'est vrai t'informer. quand on a le titre de l'action, c'est un peu compliqué de rentrer dedans. Bien Mais entendu. juste vous dire que ces actions-là, en termes de gestion forestière, par exemple pour le Val d'Europe, on parle de protection de zones forestières, de mise en place d'observatoires, de mobilisation des propriétaires de forêts privées. J'ai cru comprendre que ce n'était pas chose aisée, et de mise en place de plans de gestion. On peut passer à la bien, je te remercie de préciser, c'est Marina qui parle, cet exemple qui fera le lien avec ma présentation. Ouais, voilà, ça peut donner quand même des petites idées. Mais je vais terminer assez rapidement. Tu peux passer. Alors là, les actions liées à la filière bois énergie sont un tout petit peu plus. J'ai deux slides, mais on va un tout petit peu plus importantes en termes de volume. Et pour reprendre GPSEO, je l'avais fait un petit peu exprès, parce qu'il parlait aussi de développer la filière bois énergie, avec l'idée de favoriser et de mobiliser les acteurs du territoire bois énergie, en créant par exemple un réseau de coordination entre acteurs. Je n'irai pas plus loin, tu peux passer la slide, la diapo suivante.
Par exemple, alors j'ai pris les mêmes agglos, hein, c'est pas que je veuille, c'était juste pour montrer qu'un même plan climat peut avoir différentes façons de traiter ce sujet, cet enjeu. Pour Val d'Europe, il y a par exemple aussi la création d'une filière bois-énergie avec une étude par exemple de faisabilité en amont. Alors, sur le dernier, tu peux passer. Voilà, sur la partie bois matériaux, elles sont assez rares, mais elles existent. On a noté par exemple Paris-Saclay avec le souhait de développer ces filières locales. Ça, c'est vraiment très intéressant. Évidemment, j'allais dire logiquement, les deux communautés d'agglomération de Rambouillet et de Fontainebleau qui souhaitent valoriser leur forêt, leur massif, avec notamment les créations de ces filières biosourcées et locales. Alors, les partenaires, tu peux passer la slide. Les partenaires qui sont mobilisés, qui sont cités dans les fiches actions, mais que vous connaissez bien, évidemment, les associations locales de communes forestières, les parcs naturels, l'ONF, le Centre régional de la propriété forestière, les entreprises du secteur, les associations, les chambres consulaires et la région Île-de-France. Je voulais juste terminer ma présentation avec quelques petits témoignages. J'ai eu l'occasion d'échanger très rapidement et très succinctement avec des référents plan climat qui m'ont témoigné de certains éléments, comme la difficulté de recenser des propriétaires, par exemple, ou d'engager une collaboration ou un échange avec eux. J'ai eu aussi, parfois, on ne sait pas par quel bout commencer, ça, c'est quand même un sujet riche et parfois complexe. La recherche de financement, mais comme dans toutes les actions, est évidemment mise en avant. L'idée aussi des différentes typologies de forêt avec la forêt privée, la difficulté parfois de relancer des remembrements. Et ça, que je n'avais pas forcément en tête, c'était assez intéressant que quelquefois, il y a des élus qui peuvent craindre de récupérer avec des remembrements des parcelles vraiment en mauvais état qui peuvent peut-être coûter de l'argent à remettre en état. Ça vous en saurez plus que moi. Je suis assez curieuse de ces éléments-là. Aussi l'idée d'embarquer et de mobiliser toute l'équipe d'élus sur ces enjeux qui sont très importants. Voilà, j'en finirai pour cette partie-là. Je te remercie beaucoup, Sophie de Dieu, pour ce point de contexte des PCAET dans la région francilienne. Et je vais maintenant donner la parole à Fibois, donc Marina Ophel de Villecourt, qui va nous présenter donc, cette première partie des potentiels de la filière forêt-bois. Je te laisse présenter Fibois et entamer ta partie. À toi la Très parole. bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce lien, Pierre-Jacques. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marina Ophel de Villecourt et je suis responsable chez Fibois. Mon propos va se résumer en 2 temps. Hein. Bien sûr, vous présenter Fibois et surtout comment la filière de la forêt du bois peut s'intégrer dans vos stratégies climatiques, et a fortiori les plans climat. Et nous entrerons un petit peu en détail, rapidement, sur concrètement comment il est possible d'agir sur la forêt, le bois et le bois énergie, par rapport à leurs atouts en Île-de-France, parce qu'ils sont quand même présents, et quelques pistes d'action qui peuvent inspirer parfois des fiches actions dans les plans climat. Donc, je reprendrai les mots de Sophie, ces sujets de la forêt et du bois peuvent être largement approfondis, et c'est un peu l'enjeu de ce webinaire. Donc, on passe à la page suivante. Et donc, rapidement, Fibois Île-de-France, c'est une association qui joue le rôle de l'interprofession de la filière de la forêt et du bois. Donc, très concrètement, on accompagne le développement économique de la filière et ses entreprises. Et donc, pour cela, on travaille avec les pouvoirs publics, les collectivités locales et les acteurs publics tels que l'ONF, le CNPF et la REC. Et l'écoFOR, évidemment. Nous travaillons en réseau, donc vous trouverez un Fibois et leur mission par région. Et nous passons à la page suivante pour parler de la filière de la forêt du bois. Donc, rapidement, on va juste esquisser le schéma de la filière, qui est un schéma linéaire. On parle souvent d'un schéma de la graine
à la planche, parce qu'il y a 3 phases. La phase de la filière première se passe en forêt. Donc, il y a des gestionnaires, des experts, des propriétaires, des pépiniéristes. Donc, cette phase de forêt donne ensuite lieu à une phase d'utilisation de la ressource, les scieries, les menuiseries, qui ensuite donne lieu à une phase d'usage, d'utilisation en matière de construction en bois, de rénovation, mais également de chaufferie ou d'installation de chauffage pour les particuliers, donc par le bois énergie, et également des enjeux d'artisanat, de formation. Donc ça, ces 3 blocs que nous connaissons assez bien peuvent avoir un très bon rôle à jouer dans les plans climat, et c'est ce qu'on va voir dans la page suivante. Tout à fait, rapidement, la filière a donc son rôle à jouer dans les stratégies climatiques de territoire. En effet, pour le rappeler, il faut savoir que la forêt, par l'action de la photosynthèse, a cette compétence de séquestrer et de stocker le carbone dans ses bois, sa végétation, ses milieux forestiers, ses sols. C'est déjà une première capacité qui pourra nous intéresser pour agir sur le climat. Par ailleurs, le bois a cette capacité de stocker donc le carbone, et ainsi se substituer à d'autres matériaux énergivores. On pense notamment au béton ou bien au plastique. Outre cette séquestration, outre ce stockage, on sait aussi que le bois est un combustible qui brûle et qui produit de l'énergie. Cette énergie est renouvelable puisqu'elle est issue des forêts qui se renouvellent encore très bien et se substitue à des énergies beaucoup plus carbonées, donc le fioul, le gaz. En ayant dit ça, on se rend bien compte que ces 3 leviers peuvent correspondre assez bien aux objectifs du plan climat. En effet, dans votre plan climat, vous êtes censé définir des objectifs de baisse des émissions carbonées, des objectifs d'économie d'énergie et des objectifs de production d'énergie renouvelable. Donc ça tombe plutôt bien puisque la filière peut répondre à ces enjeux. Et donc je vous propose de regarder ces 3 leviers un peu plus précisément, leurs atouts en Île-de-France et quelques pistes d'action qui peuvent vous inspirer. Donc on passe à la page suivante. Pour parler de la forêt très rapidement, on l'a dit, la forêt séquestre et stocke du carbone. C'est donc un puits de carbone, comme d'autres, les prairies, les sols. Et donc ce rôle est d'autant plus important que la forêt est entretenue, préservée et adaptée au changement climatique. Donc c'est tout l'enjeu d'en avoir conscience quand on réfléchit à son plan climat, à ce potentiel de la forêt qui peut être sur votre territoire. Ce potentiel peut être optimisé en tant que puits de carbone si donc on recourt à un entretien. On parle souvent d'une gestion durable de la forêt pour préserver ce rôle de puits de carbone. Je passe à la page suivante. Pour rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'en Île-de-France, comme l'a très bien dit Mathieu en introduction, on a un potentiel quand même forestier qui est intéressant. Plus de 24%, donc moi j'ai un chiffre de 23%, mais il est donc actualisé un peu en hausse, du territoire est boisé. Donc on voit bien qu'il y a un puits de carbone qui existe sur le territoire francilien. Toutefois, ce puits de carbone, attention, reste fragilisé, notamment par les changements donc, de température, les aléas climatiques. On l'a vu, la succession de sécheresses, d'incendies, ensuite de pluies, peut donc endommager donc, la forêt et également génère parfois la prolifération de maladies. L'encre du châtaignier, par exemple, en est un exemple. Donc, tous ces éléments fragilisent la forêt et fragilisent son rôle de puits de carbone. Il est donc nécessaire d'avoir en tête, et les pouvoirs publics l'ont, l'ONF là, il est nécessaire en tout cas d'avoir en tête qu'il faut maintenir une certaine gestion durable pour préserver, entretenir le rôle de puits de carbone. Cela passe donc très concrètement par exemple, une expansion de la surface forestière, son reboisement, un aménagement de ces zones. Vous pouvez aussi penser à une sélection d'essences, parfois intégrées pour être plus résilientes, mais également des travaux d'organisation de dessertes pour prévenir les incendies, ou également de coupe de certains arbres lorsqu'ils sont malades ou pour en favoriser d'autres. Donc c'est un ensemble d'opérations de gestion qui peut parfois être intéressant à intégrer dans ces stratégies climatiques. Et donc j'ai vu que Sophie avait cité la communauté d'agglomération du Val d'Europe, et donc ça peut en inspirer certains. On peut passer à la page suivante pour réfléchir un peu très rapidement à ce que la forêt peut inspirer certaines fiches d'action. Donc déjà, la communauté d'agglomération Val d'Europe peut être un modèle, mais donc très rapidement, des actions très concrètes peuvent inspirer des fiches d'actions, comme l'augmentation d'une surface forestière sur votre territoire. Donc on augmente de facto le puits de carbone. On peut également, on en a déjà bien parlé, recourir à une gestion publique
durable de ces massifs forestiers qui se trouveraient sur votre territoire. On peut accroître sa protection, la protection des massifs. Et surtout, je veux bien en parler un petit peu plus précisément, les élus sont très bien placés pour connaître leurs administrés et savoir s'il y a des propriétaires forestiers privés sur le territoire. Donc, un élu peut tout à fait prendre ce rôle de rentrer en contact, mobiliser ses propriétaires privés, voire les inciter à mettre en gestion durable leur parcelle, si elle est d'une certaine taille. C'est assez important en Île-de-France. D'ailleurs, la région Île-de-France finance certaines actions de mise en gestion. Donc voilà, ça peut être une action qui peut inspirer vos plans climat et donc qui peut être très concrète. Par ailleurs, et je termine cette slide maintenant, les élus sont très bien placés pour faire le lien, informer la population de toutes ces actions. Faites de votre plan climat et de la gestion durable une action de territoire et qui permet aussi d'être en lien avec les citoyens. Le grand public bien informé, avec une bonne communication, peut être un allié pour cette gestion durable et peut même agir dans le cadre de chantiers participatifs citoyens et donc peut faire partie prenante de votre plan climat, en plus d'être en lien avec son territoire. Je passe à la page suivante pour parler du deuxième levier. On a vu le levier de la forêt, il y a le levier du bois et ensuite du bois énergie. Donc, très rapidement, le bois, on l'a dit, il stocke durablement du carbone tout au long de sa vie. Même une fois coupé, le bois donc continue à avoir cette capacité qui peut évidemment être très intéressante dans un plan climat puisqu'on essaye de diminuer justement ce taux de carbone dans l'atmosphère. Par ailleurs, le bois se substitue à d'autres matériaux, vous le savez, plus énergivores tels que le béton. Donc on voit bien que ça peut être un allié essentiel, intéressant, dans une stratégie climatique. Pourtant, Sophie l'a dit, cet enjeu du bois construction, voire innovation, du bois dans le mobilier, est assez peu intégré dans les plans climat franciliens. Donc, ce sera l'enjeu de la page suivante. Voilà, super. Pour bien parler, donc, du contexte pourtant très favorable en Île-de-France pour le bois matériau. En effet, en Île-de-France, on se retrouve dans un marché de la construction, de la rénovation du bois très dynamique, avec plus de 1500 aujourd'hui projets recensés à minima. Donc, on voit bien que les acteurs publics comme privés se sont emparés de cet atout dans leurs ouvrages. Et par ailleurs, ce dynamisme s'accroît avec une capacité des entreprises à répondre capablement à ces ouvrages, tant en Île-de-France que dans les régions limitrophes. Donc, ce bois-là est un atout pour vos plans climat et surtout, il offre de nombreux usages pour les collectivités locales. Vous envoyez une série que j'ai mise sous quelques photos qui nous sont confiées. Vous voyez donc une école à gauche, ensuite le mobilier urbain, peut-être sous forme de banc, avec un équipement public. Donc souvent, là, c'était du bois local, par ailleurs. Et le bois peut bien entendu faire office en façade et également à l'intérieur. Je passe rapidement à la page suivante. Comme pour la forêt, donc le bois peut inspirer des actions assez concrètes dans les plans climat. Pour aller plus précisément en détail avec la prise de parole de l'Union Écofort, mais en tout cas, le bois peut donc faire l'objet de formations des élus et de leurs services techniques qui sont parfois peu acculturés à tous les usages architecturaux, les avantages techniques donc, de la construction en bois. Cela peut aussi être l'enjeu de travailler la commande publique pour favoriser l'intégration du bois dans vos équipements. Donc, on l'a vu sur la photo de la page précédente, hein, il y a des équipements publics comme le mobilier urbain en Île-de-France qui se prêtent très très bien. Et par ailleurs, les élus peuvent accompagner les opérations publiques d'aménagement ou agir sur les PLU pour favoriser le bois dans les constructions et ouvrages publics. C'est parfait. Moi, je rebondirai justement dessus sur ma présentation avec les collectivités forestières. C'est une très bonne introduction. Je te laisse passer à la slide suivante, Marina. Donc, le bois énergie, et je termine donc cet enjeu. On a parlé de la forêt, on a parlé du bois construction, et on parle également du bois énergie comme un allié potentiel de la filière dans les plans climat. Donc, pour rappel, hein, le bois donc, est un combustible, on l'a bien dit, il se substitue comme énergie à d'autres énergies plus fossiles, comme le fioul et le gaz, et ça peut être un objectif intéressant dans son plan climat. Il faut bien distinguer, hein, vous le savez déjà, un usage domestique, on parle d'appareils de chauffage pour les particuliers, des installations de biomasse beaucoup plus réglementées,
beaucoup plus conditionnés et donc qui ont un usage beaucoup plus massif, collectif, industriel ou tertiaire. Je passe à la page suivante. Et donc, l'enjeu de mon propos sera bien de dire que cette énergie renouvelable est à mobiliser, mais est déjà bien mobilisée en Île-de-France. C'est une énergie déjà très mobilisée par ces installations biomasse. On a près de 134 chaufferies en activité. Donc là, c'est pour des usages résidentiels, collectifs, massifs. Mais on a également un francilien sur 6 qui utilise déjà du chauffage au bois. Donc, c'est une énergie qui est déjà bien mobilisée en Île-de-France. Et d'ailleurs, c'est la partie de la filière qui est le plus mobilisée dans les plans climat en Île-de-France. Tout cela pour dire que c'est un enjeu mobilisé et qui ne doit pas donc occulter les autres enjeux de la filière qui peuvent être aussi des atouts. Par ailleurs, des subventions existent. On pourra rentrer plus en détail si vous avez des questions. Des subventions existent notamment pour financer des installations biomasse. Toutefois, cette subvention est conditionnée à un principe de l'énerchoix. Donc, vous voyez, il y a un petit schéma à droite sur cette page qui montre tous les éléments qu'on doit écarter avant de réfléchir à la biomasse. Il faut d'abord réfléchir à des enjeux de sobriété énergétique. Pouvons-nous faire en économisant de l'énergie autrement qu'en créant une installation biomasse, pour ensuite écarter d'autres options, la connexion à un réseau de chaleur, des enjeux de géothermie, de solaire thermique, pour enfin arriver à la biomasse qui est tout en bas. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'autres options qu'il faut pouvoir analyser avant d'obtenir des financements en Île-de-France pour développer une installation de biomasse. Donc c'est possible, toutefois c'est conditionné, et donc on passe à la page suivante. Et je termine ici. Donc le bois énergie peut évidemment s'intégrer dans vos plans climat, avec, on l'a vu, un financement qui peut être conditionné toutefois à certaines options. Donc quelques actions qui peuvent inspirer au plan climat, c'est évidemment de réfléchir à une opportunité, ces projets de biomasse sur votre territoire. Donc on peut évidemment travailler avec l'AREC, voire avec l'Union des communes forestières sur ce sujet, pour un projet de chaufferie, ou connecté ou pas à un réseau de chaleur sur votre territoire. On peut également réfléchir, donc en tant qu'élu, à la mise en place d'un circuit d'approvisionnement plutôt local. J'ai vu encore l'exemple de Sophie tout à l'heure sur la communauté d'agglomération ou un autre qui favorisait un peu le lien avec les propriétaires forestiers privés pour récupérer du bois et donc le mettre en lien avec un usage de bois énergie. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant dans un plan climat à intégrer. Et enfin, il y a des enjeux un peu connexes, donc de logistique du bois énergie, quand vous avez une chaufferie qui est sur votre territoire à côté, de réfléchir donc à sa logistique qui peut parfois donc être optimisée. Et donc ça, c'est un enjeu évident dans les plans climat. J'en ai terminé donc pour les enjeux de la filière la forêt du bois dans les PCAET. Et je te remercie beaucoup, Marina, pour ta présentation. Donc, je vais prendre la suite au nom des collectivités forestières d'Île-de-France. Donc, tu as donné beaucoup de pistes de réflexion et je vais essayer d'en approfondir certaines dans cette partie qui sera consacrée au rôle de l'élu, donc pour justement intégrer la filière forêt-bois dans les PCAET. Et je vais pouvoir d'ailleurs rappeler et égrener au fur et à mesure de ma présentation que les collectivités forestières d'Île-de-France sont là pour accompagner les élus dans la mise en place de leur PCAET, ce à toutes les phases d'ailleurs, et on s'adapte aux spécificités du territoire. Donc je vous égrenerai les outils qu'on met à disposition au cours de ma présentation. Alors, qui sommes-nous? Rapidement, donc, les collectivités forestières d'Île-de-France, on est l'émanation de la Fédération nationale des collectivités forestières, donc qui est une vieille association d'ailleurs qui a 90 ans. En fait, on représente et on accompagne les collectivités dans leurs projets forestiers. Donc ceux à différentes échelles, acquisition, gestion du foncier, sensibilisation de la population, préservation de l'écosystème, même découverte de la forêt-bois. Et on a plusieurs grandes missions que je vais résumer en 3 points. Donc représenter et défendre les intérêts des collectivités forestières, accompagner les collectivités dans la conduite de leurs projets, donc évidemment liés à la forêt et au bois, et former et informer les élus sur des thématiques forestières. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur la thématique du PCAET. Alors, je rentre dans le vif du sujet. Donc, afin de préparer à l'élaboration du PCAET, donc d'abord, il est recommandé que la collectivité désigne un ou plusieurs élus référents. Donc voilà, c'est eux qui vont véritablement piloter le projet, ceux qui vont engager la démarche et la concertation dans la durée. Le PCAET, il va s'appliquer à l'échelle administrative de l'EPCI. En fait, il va concerner une aire géographique délimitée sur laquelle les acteurs peuvent être mobilisés. Donc voilà, là je vous ai cité différents acteurs qui peuvent être mobilisés, enfin, qui d'ailleurs
qui ont tout intérêt à être mobilisés. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu plus spécifiquement comment ces acteurs peuvent être mobilisés. Donc, tout simplement, d'abord, nous, les collectivités forestières d'Île-de-France, donc on est une association qui regroupe des élus et représentants des collectivités qui possèdent et gèrent des espaces forestiers. Et à ce titre, en fait, on mutualise toutes les bonnes pratiques, ce qui nous permet d'accompagner les collectivités dans la gestion durable de leurs forêts. Voilà, on peut aussi vous aider à intégrer les enjeux forestiers donc dès la phase de diagnostic du PCAET. Et à ce titre, on offre un accompagnement personnalisé. Donc, encore une fois, je le répète, à toutes les étapes du PCAET et on s'adapte aux spécificités du territoire. Je veux vous présenter d'autres acteurs, donc les PNR, évidemment, qui sont au nombre de 4 en Île-de-France. Eux, ça peut être intéressant de les solliciter parce qu'ils peuvent fournir des données sur la biodiversité et identifier les corridors écologiques et les zones sensibles. Voilà. Et à ce titre, ils peuvent conseiller sur des stratégies d'aménagement qui visent à préserver l'environnement forestier. Alors, comment ne pas parler aussi de l'ONF, vu qu'en tant que gestionnaire des forêts publiques, l'ONF dispose d'une expertise technique, donc pointue sur la gestion forestière, qui peut aider à établir des diagnostics précis sur l'état de la forêt et aussi conseiller sur des pratiques sylvicoles durables. Il y a également le CNPF, donc le Centre national de la propriété forestière. Ouais, il se positionne comme un interlocuteur privilégié pour les propriétaires privés de forêt. Donc, il va pouvoir aider à recenser et valoriser le patrimoine forestier privé et favoriser la mise en réseau des propriétaires. Donc, ouais, il peut ainsi contribuer à l'élaboration de stratégies qui vont tenir en compte de la totalité des ressources forestières du territoire, publiques et privées. Et ça, c'est assez intéressant. Je peux vous mentionner aussi les entreprises du secteur, donc l'interprofession, les coopératives. Donc ça, ce sont des acteurs économiques qui vont intervenir sur toute la chaîne de la valeur de la filière bois et vont apporter une vision sur les aspects économiques et techniques liés à la valorisation du bois, donc qui peuvent être éclipsés justement si on ne fait pas appel à eux, et c'est tout l'intérêt. Je vous ai mis des associations locales, donc ça peut regrouper les associations d'usagers, les associations de protection de la nature et d'environnement. Pour prendre ce dernier exemple, ces organismes ils vont veiller à ce que les enjeux écologiques et la préservation de la biodiversité, selon leur sensibilité, soient pleinement pris en compte dans le PCAET. Donc voilà, différents acteurs à mobiliser qui ont toutes des contributions assez particulières à apporter, et ça peut être très intéressant de se lier à eux. Alors ensuite, je vais vous proposer 3 outils, dont d'ailleurs le nôtre aussi à la fin, pour pouvoir justement prendre en compte la forêt et le bois donc dès la phase de diagnostic. Alors le premier, c'est l'outil Aldo, développé par l'ADEME. Donc c'est un logiciel open source, ça qui est intéressant, destiné à aider les collectivités, donc évidemment notamment au niveau des EPCI. Il va permettre d'intégrer la séquestration carbone dans le diagnostic territorial. Alors pour ce faire, il va fournir des estimations précises de l'état des stocks de carbone organique dans les sols, biomasse, produits bois, en fonction de l'aménagement du territoire. Et il va permettre d'évaluer la dynamique actuelle, donc du stockage ou déstockage du carbone, en prenant en compte certaines évolutions et spécificités du territoire, comme par exemple des changements d'affectation des sols qui arrivent assez souvent. Imaginons qu'une parcelle agricole ne soit plus une parcelle agricole, mais se transforme en parcelle de forêt. Ça, c'est pris en compte dans l'outil Aldo. Le second outil, Climafor, développé par le CNPF. Alors, c'est un outil qui permet de comparer différents itinéraires sylvicoles. Pour ceux qui n'ont pas ce terme technique, ce sont les pratiques et décisions donc de gestion appliquées à une forêt, depuis la régénération des arbres jusqu'à leur exploitation. Donc en fait, concrètement, cet outil, il évalue la capacité d'une forêt à séquestrer le carbone, à le stocker dans le matériau bois et à générer des effets de substitution en remplaçant des sources fossiles par des usages du bois. Donc que ce soit en tant que matériau, comme Marina a cité, ou en tant que source d'énergie. Enfin, Arboclimat, toujours de l'ADEME. Alors, c'est un outil de simulation prospective, donc conçu pour aider les collectivités à planifier la plantation d'arbres en milieu urbain. Donc, il va évoquer leur impact selon plusieurs critères. Il permet d'analyser différents scénarios de plantation en fonction d'indicateurs clés, tels que la capacité du stockage de carbone, l'intérêt pour la biodiversité, l'impact sur la qualité de l'air et le potentiel allergisant des espèces choisies. Donc, pour faire simple, en fait, c'est un outil utile pour les élus qui souhaitent vraiment végétaliser leur territoire. C'est vraiment ce qu'encourage l'outil.
Voilà. Donc nous aussi, on a un outil que je vais pouvoir vous présenter justement là-dedans. En fait, en complément des PCAET, nous, évidemment, on encourage d'intégrer ces enjeux-là dans d'autres documents d'urbanisme qui vont assurer une cohérence justement avec le PCAET. Et je pense notamment au PLUI, en fait, qui est vraiment la base. Donc, pour réaliser donc, un PLUI dans lequel les enjeux forestiers sont intégrés, donc, il y a plusieurs recommandations clés qui sont à considérer. D'abord, il faut exploiter les données du STRADET pour repérer les zones de forte biodiversité, les corridors écologiques, définir les points de fragilité du territoire. Voilà. Ça va permettre de développer des zones stratégiques pour protéger la qualité paysagère. Enfin, il est essentiel de veiller à la cohérence de la gestion forestière en évitant le morcellement des parcelles. Donc ça, c'est une problématique qui touche quand même beaucoup de collectivités en Île-de-France. Et c'est pour ça qu'à ce titre, nous, collectivités forestières d'Île-de-France, on a développé un outil qui s'appelle l'Observatoire du foncier, dont on va bientôt faire une présentation webinaire, qui vise justement à identifier, donner un état des lieux des parcelles, des parcelles de votre commune, voir les parcelles qui sont sans bien et vacantes, et de pouvoir vous permettre ensuite de les réintégrer à votre patrimoine forestier. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à assister au prochain webinaire qui aura lieu bientôt. Clotilde, je te laisserai préciser la date peut-être dans le chat, je ne l'ai pas en tête. Et voilà, donc c'est un outil assez puissant qu'on a développé récemment et qu'on va pouvoir commencer à utiliser très bientôt. Pour reprendre, on a évidemment la construction bois qui est fortement encouragée, notamment avec les lois de Grenelle, parce qu'elle favorise donc, les matériaux biosourcés et ça permet de réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Et ces préconisations visent à aider les élus à intégrer de manière cohérente, c'est ça qui est important, c'est vraiment cohérent, et durable, donc les enjeux forestiers environnementaux dans le plan local d'urbanisme, intercommunal ou non, pour une meilleure valorisation et protection de leur territoire. J'aimerais faire un petit focus sur la biodiversité aussi, qu'on n'a pas trop abordé pour l'instant. Il y a plusieurs outils qui permettent de prioriser cela. Donc, je vous en ai listé quelques-uns qui peuvent être cohérents justement pour vous. Alors, il y a la trame verte et bleue. Donc, c'est un instrument de planification qui vise à connecter les espaces naturels terrestres et aquatiques, qui va créer des corridors écologiques donc pour favoriser la circulation des espèces. Alors, elle ne confère pas de statut de protection juridique, elle sert plutôt de guide pour aménager le territoire dans un souci de continuité écologique. Ensuite, il y a les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Donc les ZNIEF, c'est quand même plus simple. Elles vont identifier, donc, grâce à des études scientifiques qui ont été menées, des sites qui présentent une richesse conséquente en biodiversité. Donc voilà, elles permettent aux collectivités d'inventorier, de mieux connaître leur patrimoine naturel et ainsi d'orienter les politiques de gestion. Encore une fois, ça n'entraîne pas automatiquement une protection juridique contraignante. Ensuite, les zones Natura 2000, donc voilà, c'est un réseau européen de zones protégées qui repose sur les directives Habitat et Oiseaux de l'Union européenne. Donc voilà, la législation Natura 2000, elle impose un cadre légal strict qui doit être pris en compte dans les projets d'aménagement pour conserver justement l'habitat de ces espèces menacées. Et enfin, je vais vous parler des forêts de protection. Donc c'est un statut propre aux forêts publiques ou communales et va viser à préserver leur intégrité écologique et empêcher l'artificialisation ou une exploitation non maîtrisée. Voilà, donc ça s'accompagne de mesures de gestion spécifiques et d'une surveillance qui est renforcée pour garantir la pérennité des fonctions écologiques de la forêt. Maintenant, j'aimerais vous donner quelques exemples concrets. Je sais que c'est quand même beaucoup plus parlant quand on donne des exemples qui ont été réalisés dans le cadre de PCAET. Donc là, je vais vous donner l'exemple du Pays Voironnais pour la mise en place d'un fonds Airbois. Donc voilà, le Pays Voironnais a mis en place, attendez, excusez-moi, a mis en place donc ce fonds Airbois justement pour permettre à ses habitants de renouveler leur appareil de chauffage au bois bûche par des systèmes plus performants et moins générateurs de particules fines polluantes. Je vais faire le lien avec une réunion auquel j'ai assisté hier qui parlait justement du bois énergie.
Et pour vous donner un ordre d'idée qui vient du territoire des Yvelines, donc dans le territoire des Yvelines, les émissions de résidentielles, ça représente plus de la moitié des émissions du territoire. Et dans cette moitié, 88%, donc plus des 3/4 des émissions du résidentiel, est liée au chauffage bois, en fait. Donc c'est vraiment une pollution énorme. Et ça, c'est surtout dû en fait aux foyers ouverts ou aux foyers qui ne sont pas performants et qui ne permettent pas de filtrer les particules. Et c'est pour ça que le Pays voironnais a mis en place ce fonds. D'ailleurs, ça a été parmi les premiers avec la métropole de Grenoble qui ont mis cette prime Airbois en fait. Donc ils offrent des aides d'un montant, eux, allant de 400 à 800 euros pour permettre aux habitants de changer leurs appareils pour des appareils plus performants et plus filtrateurs. Donc voilà, c'est des montants qui peuvent être d'ailleurs jusqu'à 3 000 euros dans certains territoires. Donc ça, c'est pour le premier exemple. Je vais vous donner un second exemple différent donc de construction de mobilier urbain. Donc ça, c'est dans le cadre d'une charte forestière de territoire et de labellisation donc, territoire à énergie positive pour la croissance verte, qu'on appelle TEPCV. Donc le pays de la Déodacie a conçu des éléments de mobilier urbain en bois local. Donc il y en a 8, je vous en ai mis 4 en photo. Voilà, donc cette action, elle a pu être financée par l'État, et ça c'est intéressant, au travers de ce TEPCV, voilà, parce qu'elle s'inscrit dans une dynamique de réduction des gaz à effet de serre via les circuits courts et l'emploi de matériaux renouvelables. J'aimerais quand même conclure ma partie quand même avec des aides financières, parce que c'est ça qui est intéressant. On parle de projets, mais comment les mener à bien si on n'a pas forcément des aides et subventions qui vont avec. Pour les collectivités, donc il y a le contrat chaleur renouvelable territoriale, CCRT. Donc voilà, c'est un outil très adapté. C'est un contrat d'une durée maximale de 4 ans qui est établi avec un opérateur territorial et l'ADEME, qui porte le fonds chaleur. Voilà, il vise à développer des projets donc ENR et R, donc énergie renouvelable et de récupération thermique sur un territoire donné, en fixant des objectifs de production et en mettant des actions d'animation pour accélérer l'émergence de ces projets. Donc voilà, l'opérateur territorial, il va accompagner les maîtrises d'ouvrage, publiques ou privées, dans la réalisation de leurs projets, en apportant un soutien à la fois technique et à la fois financier. Donc, je peux vous donner un exemple de projet éligible, donc toujours évidemment à respecter dans la pyramide que tu as présentée, la pyramide inversée Marina, donc de NR Choix. Mais en tout cas, si c'est éligible au projet biomasse, au projet chaleur, voici les types de projets qui peuvent être éligibles. Donc il y a chaufferie biomasse, bien entendu, réseau de chaleur, installation solaire thermique, projet de géothermie, valorisation de chaleur fatale. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la récupération de la chaleur résiduelle, donc qui sont issus de procédés industriels ou tertiaires pour d'autres usages. Voilà, on la récupère en fait. Maintenant, je vais faire une transition vers quelque chose qu'il faut savoir présenter ultérieurement plus en détail. C'est le programme LEADER, qui est véritablement très intéressant et encore malheureusement trop méconnu. Donc LEADER, qu'est-ce que ça veut dire? C'est liaison entre actions de développement de l'économie rurale. Donc voilà, c'est une initiative européenne qui vise à soutenir le développement des territoires ruraux. Donc c'est financé par le Fonds européen agricole pour le développement durable, donc le FEDER d'ailleurs. Et voilà, ils encouragent des projets innovants et partenariaux adaptés aux spécificités locales. Donc en Île-de-France, on a 5 groupes d'action locales, donc on appelle GAL. Alors excusez-moi, ça fait beaucoup d'acronymes, mais pour faire simple, c'est le programme LEADER, financé par le FEDER, et qui met en place des GAL, groupes d'action locales. Donc voilà, ces GAL, ils vont élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales de développement, et ils vont soutenir des projets variés, et ceux dans différentes thématiques. Donc je vous ai listé les thématiques couvertes, il y en a beaucoup. Et il faut voir que justement, il y a la thématique forêt. Donc ça, on va pouvoir en parler plus en détail. Alors, avant de passer à la prochaine partie, donc qui est la partie témoignage, je vous invite, si vous avez des questions, quelques questions à poser, on peut les prendre dès maintenant. Et ensuite, évidemment, il y aura un temps d'échange après après le témoignage des intervenants, donc M. Philippe Monge et M. François Desson, ainsi que M. Alain Maumont qui présentera le programme LEADER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est prêt à en prendre quelques-unes. À défaut, on continue. Pas de questions jusqu'à présent. Écoutez, je vais vous proposer d'enchaîner avec les témoignages. Sachant que, alors, Monsieur Philippe Monge, vous devez intervenir assez tôt parce que vous avez contrainte horaire, si c'est bien ça. Oui.
Je vais vous proposer d'intervenir en premier lieu, donc avant Monsieur François Desson, si cela ne vous pose pas de problème. Oui. Et je vais donc vous donner la parole, tout en vous rappelant que nous aurons un temps d'échange à la fin pour que vous puissiez poser les questions. On vous a prévu un quart d'heure à la fin de tous les témoignages. Oui. Alors, Monsieur Philippe Monge, je vous en prie, c'est à vous. Ouais, vous m'entendez bien? Oui. Très bien. Donc, voilà, donc je suis élu à l'urbanisme à l'île Saint-Denis et vice-président à la transition écologique, au climat, à la santé environnementale pour Plaine Commune, pour le territoire de Plaine Commune. Alors, je voulais témoigner sur le travail qu'on est en train de faire sur le PCAET. On a adopté notre PCAET en 2020 et il porte de fortes ambitions de réduction des gaz à effet de serre. Moins 40% d'ici 2030, moins 75% d'ici 2050 sur la base des émissions 2005. Ce PCAET, il est en cours de révision de manière accélérée, puisque au début du mandat, on a pris l'engagement de lutter contre le changement climatique et de s'aligner sur les accords de Paris, donc sur la trajectoire de neutralité carbone. Et c'est dans ce sens-là que, avant même l'échéance des 6 ans, on révise notre PCAET. Au sein de ce PCAET, les matériaux de construction, logements et bâtiments tertiaires, donc on a fait un diagnostic très poussé et on a fait ensuite des scénarios de projection pour 2030-2050. Les matériaux de construction, donc, ils représentent 22% des émissions de gaz à effet de serre annuelles sur le territoire de Plaine Commune. Aussi, la construction bois et biosourcée donc, fait partie des leviers activés au sein de ces matériaux de construction. Alors évidemment, c'est aux côtés d'autres démarches, mais ça a déjà été dit ici dans la présentation, la question du plan arbre, du schéma directeur d'aménagement lumière territorial, du métabolisme urbain, etc. Mais pour revenir sur cette question des matériaux biosourcés, ils permettent de réduire, alors l'étude qu'on a faite, c'est qu'ils permettent de réduire d'environ un quart les émissions totales liées à la construction du logement et d'éviter une part significative des émissions de CO2 liées aux grosses œuvres en particulier. En moyenne, 60% pour un logement collectif, et ça permet aussi, mais vous le savez, ça permet de stocker du carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment. Et donc, c'est sur la base de ce diagnostic, qui a été un diagnostic très, très poussé sur les données que l'on a au sein de Plaine Commune et sur les données aussi régionales, nationales, etc., que l'on s'est donné des objectifs en lien avec les éléments biosourcés dans notre nouveau PCAET qui sera adopté, donc qui sera révisé, qui sera adopté. Normalement, ce serait en novembre 2025. Voilà. Alors déjà, on a signé un pacte, signature du pacte Fibois par Plaine Commune en 2021, ce qui nous engage dans nos projets en maîtrise d'ouvrage propre à atteindre le niveau argent, soit 20% de surface de plancher en construction, réhabilitation, bois et biosourcé. Alors, nos ouvrages propres, ce sont les médiathèques, ce sont les centres techniques, ce sont ces éléments-là qui dépendent du territoire. On ne parle pas... Alors, il n'y a pas d'engagement pour les villes, mais évidemment, on essaye d'emmener les villes avec nous là-dessus, les mairies, les écoles, les centres de loisirs, etc. Mais là, c'est l'engagement de Plaine Commune sur ces bâtiments. Ça, c'est l'impulsion qu'on s'est donnée au sein pour nos propres constructions. Ensuite, il y a l'impulsion auprès des acteurs externes à travers nos documents cadres à toutes les échelles. Donc, c'est le cas du PCAET, mais c'est le cas aussi du référentiel d'aménagement soutenable pour les opérations d'aménagement et de renouvellement. Ce référentiel d'aménagement soutenable, on va le définir par... donc, c'est un document cadre général qu'on va définir par des chartes projet par projet, ce qui permettra de se donner des objectifs concrets, projet par projet, sur les projets d'aménagement, sur le renouvellement urbain, avec des objectifs chiffrés, alors évidemment adaptés
à chaque territoire, à chaque projet. On sait que chaque projet est différent, il faudra les adapter, mais on est bien aussi dans cette ligne. Il y a aussi des éléments pour ce biosourcé, pour ce bois, dans la convention qualité construction neuve, qui est déjà ancienne à Plaine Commune, à l'échelle du logement et plus, pour le logement, mais que l'on révise régulièrement et sur lesquels, dans la dernière version, on a aussi monté le niveau d'exigence. Et plus généralement, dans le PLUI, qui est également en révision et que l'on va également adopter en novembre 2025, on a également mis ce que l'on pouvait dedans, mais en sachant que le PLUI, c'est réglementaire. Et donc, comme vous le savez, on ne peut pas tout mettre dans un seul document, et c'est le croisement de l'ensemble de ces documents cadres qui nous permettent d'avoir une politique. Voilà. On peut aussi, juste en titre d'expérience, puisque le village olympique et paralympique a été construit sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, la construction de ce village par la Solidéo et l'aménageur de Plaine Commune pour la partie île Saint-Denis, ça a permis de booster la filière bois, notamment grâce à France Bois 2024, qui a été mis en place spécifiquement pour favoriser l'utilisation de solutions de construction et d'aménagement bois, notamment français, avec l'appui des maîtrises d'ouvrage, avec de la formation, etc. Donc, ça veut dire que on a cette expérience sur le territoire que l'on compte aujourd'hui, dont on compte se servir à travers ce qui a été le village olympique. Et enfin, peut-être dernier élément, donc on a vu Plaine Commune, on a vu les documents cadres, le village olympique, l'impulsion aussi que l'on essaye de travailler avec les villes, et puis il y a aussi notre aménageur et notre bailleur social, respectivement la SEM, SPL, Plaine Commune Développement et Plaine Commune Habitat, qui sont engagés dans la déclinaison opérationnelle des objectifs du PCAET. Ils ont rejoint le pacte Fibois en octobre 2024, donc Plaine Commune c'était 2021, et on a travaillé avec eux pour qu'ils puissent le rejoindre en 2024. Et ça représente un volume de construction important, puisque ça représente 400 000 mètres carrés de SDP à créer dans les 5 ans à venir pour notre seul aménageur, c'est-à-dire la SEM Plaine Commune Développement. En sachant que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a énormément de projets de construction sur Plaine Commune. C'est un des territoires qui construit le plus. Et on a énormément de projets. On a énormément de projets développés par l'aménageur. Et donc, ces 400 000 mètres carrés à développer, c'est toute typologie confondue, que ce soit le bureau, le logement, les équipements publics, en construction neuve comme en réhabilitation. Voilà. Et après, on a quelques exemples, mais je pourrais donner, mais on a des exemples sur le territoire. Il y en a à l'île Saint-Denis, puisque l'île Saint-Denis, c'est une ville qui met vraiment l'écologie au cœur de son développement. Il y en a aussi à Stein, il y en a dans les différentes villes, voilà. Il y en a aussi à Pierrefitte-sur-Seine, enfin maintenant devenu Saint-Denis, etc. Et donc, il y a plein d'exemples qui pourront vous être partagés aussi. Voilà pour une présentation rapide. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Monge, pour ce témoignage inspirant. Évidemment, des questions pourraient être posées à la fin de toutes les interventions. Maintenant, donc, je vais donner la parole à Monsieur François Desson, maire de Villeserre et président de l'Association des maires ruraux du 77. À vous la parole. Oui, bonjour à tous. Je vois que nous sommes très nombreux ce matin. Merci à l'URCOFOR et donc à tous les partenaires pour ce webinaire. Donc, de manière assez brève, parce qu'on arrive en fin de webinaire, il faut laisser la place aux questions. Moi, je voudrais donc parler de ce que nous avons fait au niveau justement de la mise en place de la biomasse sur la commune de Villeserre, pour apporter un éclairage un petit peu en termes de naissance et genèse du projet.
lors du dernier mandat, nous avons décidé donc de réfléchir en termes global d'environnement. Nous avons un patrimoine assez intéressant et donc de nombreuses associations ou passionnés donc ont décidé depuis longtemps de valoriser le patrimoine bâti de la commune de Villecerf. Mais en allant un petit peu plus loin, donc on s'est attaché à montrer que ce patrimoine bâti Villecerfois donc s'inscrivait évidemment tout naturellement au sens premier du terme dans un patrimoine, dans un écrin naturel pour cela qu'on a commencé à réfléchir en lien avec les pages sur l'aménagement d'un futur ENS qui s'est traduit non pas encore dans sa naissance, mais par un travail de fond mené par mon adjointe Mélanie Lamotte. Mais lors du dernier mandat, on s'est dit aussi qu'à un moment donné, il fallait peut-être réfléchir sur l'ensemble de la commune en termes bâtimentaires. Et donc, en termes bâtimentaires, au niveau des économies d'énergie donc à réaliser, puisque la meilleure des énergies, c'est évidemment celle que l'on ne consomme pas. Et on s'est fait aider en cela par le syndicat donc départemental d'électrification de Seine-et-Marne, le SDESM. Et donc, avec des études très précises, entre autres, sur l'ensemble de l'école, parce qu'on a une école primaire à Villecerf, c'est-à-dire une école primaire, c'est-à-dire une maternelle et une élémentaire. Et on a évidemment le bâtiment de la mairie, celui de la Poste. Donc ça a permis de générer donc des chantiers prioritaires dans le cadre évidemment des certificats et des économies partagées donc qui ont été valorisés par le SDESM, ce qui impliquait évidemment d'avoir des élus qui s'appropriaient donc cette démarche un peu innovante à l'époque, avec du temps pour visiter des bâtiments, pour changer certaines représentations. Il ne suffit pas de changer des fenêtres pour arriver à quelque chose de pertinent, mais on ne peut pas donc réfléchir isolation sans le concevoir dans un ensemble. Donc on a vraiment bénéficié, parce que Villecerf est un petit village de 700 habitants, donc évidemment, en termes d'ingénierie, on est vite toussé dans nos limites, voire nos retranchements, et donc on s'est rapproché donc de partenaires, entre autres du SDES, mais pas que, d'autres, la NCT au niveau de l'État, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui existent. Et une fois que cet enclenchement, si je puis dire, donc la réflexion au niveau de l'isolation bâtimentaire, donc s'est fait jour, on s'est dit qu'on pouvait peut-être aller plus loin et se séparer du chauffage fuel sur l'école et la mairie. Donc pour cela, on n'arrive pas donc à la solution biomasse comme cela. Vous avez vu tout à l'heure la pyramide inversée. On s'est vite séparé de la fausse bonne idée qu'on voit fleurir partout, c'est-à-dire de la PAC. Et donc, pour des raisons économiques, de fiabilité, de pertinence, de voilure, etc., etc. Et on est arrivé donc à la solution donc de la biomasse, ce qui voulait dire changer une vieille chaudière qui datait donc de 87, donc sur des bâtiments qui étaient en voie donc d'isolation. La dernière partie d'isolation y a été réalisée lors des dernières vacances scolaires. Et donc, on a évidemment choisi donc de construire pour l'école un silo, de changer totalement donc le système de chaufferie et y compris des réseaux enterrés. Donc, c'est évidemment un coût,
c'est évidemment quelque chose qui est à concevoir, mais pour lequel on a été beaucoup aidé par, entre autres, l'ADEME, le SDESM, ce qui nous a permis de rentrer dans quelque chose de possible, évidemment, avec un petit prêt complémentaire et notre capacité d'autofinancement. Avoir donc une chaudière, des deux chaudières, on a choisi d'avoir 2 silos, avoir donc 2 chaudières de ce type-là demande évidemment un entretien plus attentif. Tout le monde ne sait pas le faire. Et surtout, et ça ne suffirait pas d'avoir donc sur une école ou une mairie, enfin n'importe quel bâtiment d'ailleurs, donc une chaudière et donc une réflexion sur tout ce qui concerne les isolations, s'il n'y a pas de pilotage. Et donc l'élément le plus important, qui ne vient évidemment qu'après, mais qui était vraiment à concevoir en amont, c'est un pilotage au plus fin. Ce soir, nous sommes en vacances scolaires. Je prendrai donc mon portable et mettrai donc l'école en chauffage très bas à 14 degrés. Et donc, pendant la période d'une dizaine de jours, en remontant progressivement à 16 ou 18 degrés, l'année étant fixée à 19 degrés. Au départ, on a eu quelques réflexions, particulièrement à la mairie, en disant oui, mais 19, on a quand même froid. Et donc, on a rappelé que depuis les temps les plus anciens existaient des moutons et donc des pulls. Et donc, y compris donc en termes donc de bon sens, à un moment donné, encore une fois, la meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à un moment donné, gérer comme on le faisait il n'y a pas très longtemps, hein, on va dire peut-être 30, 40 ans, les saisons en termes de saisonnalité et d'adaptation à la saisonnalité, ça permet aussi, simplement, avec ses petits bras, de s'adapter soi-même aussi au dérèglement climatique en se réglant en fonction du climat. Donc, nous, on est tout à fait prêts à montrer comment ces choses-là fonctionnent. Et enfin, au niveau de l'école maternelle, on n'était pas en situation donc de pouvoir tirer les tuyaux, ça nous a coûté beaucoup trop cher, etc. Donc, on a choisi après l'isolation donc bâtimentaire très correcte, et donc de travailler donc avec des radiateurs électriques dits intelligents. En tout cas, ils sont pilotés de la même façon. Et ce soir, je mettrai évidemment dès 16h30, hein, dès 19h, parce que je veux pas que les enfants de la garderie aient froid, mais dès 19h, j'abaisserai considérablement les températures de ces bâtiments. Et donc, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est aussi une affaire de longue haleine qui se surveille. Il ne suffit pas d'avoir isolé, il faut ensuite travailler à la réalité des ponts thermiques, etc. Donc, c'est un pilotage aussi, quelque chose qui est relativement intéressant. Et donc, on est en situation à la fin de ce mandat 2026 de poser quand même des équipements pour nos successeurs de bonne qualité. Voilà. Je vous remercie, Monsieur François Desson, pour cette. Maintenant, la parole si j'arrive à changer la slide, à Alain Maumont et Lucie Huguet pour nous parler du leader. Oui, bonjour à toutes et tous. Alain Maumont, donc je suis maire d'une commune dans le sud de Seine-et-Marne, Moret, Montreux, Fontainebleau, dans ce triangle-là. Et je suis depuis 2016 président du comité d'organisation des fonds Leader sur le sud Seine-et-Marne. Alors, Leader, tout à l'heure, ça a été quelque peu expliqué. Le terme Leader, donc c'est un programme européen qui s'inscrit dans le deuxième pilier de la PAC, issu des fonds FEADER, plutôt sur le volet agricole. Alors, leader, ça signifie liaison entre action,
de développement et de l'économie rurale. Je trouve que c'est assez explicite sur l'objectif un peu de ces programmes leaders. Alors, il y a cinq leaders en Île-de-France, dont 2 en Seine-et-Marne, un sur la région de Coulommiers, Terre de Brie, et puis un sur le sud de Seine-et-Marne, donc, dont celui où je préside le comité de programmation. Alors, la gestion de ces 2 leaders en Seine-et-Marne, c'est Seine-et-Marne Attractivité qui la porte. Il y a une équipe de 3 personnes, dont Lucie, qui est la chargée de mission du leader Sud 77, va s'exprimer très prochainement. Tout à l'heure, je parlais des comités de programmation. Les comités de programmation, on se réunit assez régulièrement pour voir un peu les projets que l'on peut subventionner, où on peut aller chercher quelques subventions de l'Europe. Et ces comités de programmation sont faits de personnes qui sont des acteurs à la fois privés et des élus du territoire. Et ça, en fait, ces projets viennent du territoire et remontent ensuite, ça passe par la région pour l'instruction des dossiers, et puis après, ça remonte à l'Europe. Voilà. Oui, allô? Oui, allô? Alors, oui. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien, merci. C'est bon? Le micro a été désactivé, vous pouvez reprendre, c'était une erreur. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, la particularité peut-être du leader Sud 77, c'est qu'il est constitué de 5 communautés de communes. Donc, le pays de Nemours, Fontainebleau, Morez-Seine-et-Loing, Pays de Montreux et Gâtinais-Val-de-Loing. Voilà, je reviens sur la structure porteuse qui est donc Seine-et-Marne Attractivité. Nous avons le périmètre des 5 intercos représente 76 communes. Pardon. L'enveloppe dédiée là, pour cette programmation, alors la programmation sur le Sud 77, on a commencé en 2016-2022, c'était la première programmation. On a essuyé un peu les plâtres. Et puis, on s'est relancé pour une deuxième programmation 2023-2027. Et l'enveloppe financière dont on dispose pour accompagner les projets d'1 161 000 €. Voilà, il y a les 4 axes de développement avec des fiches actions. Et là, je vais laisser la parole à Lucie qui va vous présenter ces différents axes, dont la valorisation des ressources de la forêt. Oui, bonjour, merci. Donc Lucie Huguet, moi je suis animatrice gestionnaire pour le programme Leader pour le Sud 77 au sein de Seine-et-Marne Attractivité. Pour cette nouvelle programmation, il a été convenu de suivre 4 axes stratégiques. Donc un sur soutenir l'émergence de nouvelles offres touristiques. Le 2, c'est accompagner les pratiques et les modèles agricoles en évolution. Le 3, qui est fédérer des acteurs et des projets pour une valorisation raisonnée de la ressource forêt. Et le 4, définir un territoire qui consomme moins et mieux. Donc les 2 axes qui nous intéressent aujourd'hui, c'est le 3 et 4, qui est tourné vraiment sur la ressource bois, et le deuxième sur devenir un territoire qui consomme moins et mieux. Sur ces fiches actions, nous avons en fait des objectifs opérationnels à atteindre lors de cette programmation. Comme M. Momon vous a expliqué, on a une enveloppe d'1 161 000, mais il faut savoir que ces 1 million sont répartis dans les 4 fiches actions et on doit écouler les sous de ces enveloppes tout le long de la programmation jusqu'à fin 2027. Pour la fiche action numéro 3, sur fédérer des acteurs et des projets pour une valorisation raisonnée de la ressource forêt, nous avons 3 axes
à suivre, dont le premier qui est sensibiliser aux multiples rôles et valeurs de la forêt. Pour vous donner des exemples concrets d'actions qui pourraient être mises en place, ça peut être des actions de sensibilisation aux multiples rôles et usages de la forêt, actions d'animation et formation à la gestion de la forêt, réalisation par exemple de guides techniques ou de bonnes pratiques. On a un deuxième axe qui est adopter le développement et l'exploitation forestière aux enjeux de la durabilité, donc avec des actions de développement, de formation aux nouvelles pratiques forestières et modes doux d'exploitation à destination des professionnels et mise en réseau de ces acteurs. Ça peut être des études d'opportunités autour de l'exploitation forestière. Et nous avons un troisième axe qui est optimiser la valorisation locale du bois avec des axes d'action d'optimisation des chantiers par des études d'aménagement, bourses d'échange ou par exemple l'émergence d'animation et d'accompagnement de groupes forestiers citoyens et de démarches d'exploitation collective. Donc là, c'est vraiment quelques exemples que je vous donne dans les axes que nous avons, mais nous pouvons avoir d'autres projets qui peuvent être mis en place sur ces axes. Et on a cet axe qui est devenir un territoire exemplaire qui consomme moins un mieux, qui est aussi tourné sur tout ce qui est la ressource bois, avec trois objectifs opérationnels, qui sont de réduire les consommations d'énergie et mobiliser les passes technologies et les mobilités alternatives. Ça peut être par exemple des travaux d'amélioration des bâtiments avec des matériaux biosourcés ou des actions de communication sur les aides qui sont déjà existantes pour la rénovation énergétique, des études d'investissement sur les bases technologies. Des actions aussi sur intensifier la production d'énergie locale, donc par exemple avec des études pour la mobilisation de la géothermie des biomasses agricoles, forestières, des biodéchets pour la production d'énergie. Ça peut être l'accompagnement des collectivités à la constitution d'un patrimoine forestier, par exemple. Et le troisième axe qui est ressorti sur cette fiche action numéro 4, c'est mettre en place des principes de l'économie circulaire et former des acteurs du territoire avec, par exemple, des actions de communication et d'événementiel sur les services et initiatives relevant de l'économie circulaire ou des formations à destination des professionnels sur l'économie circulaire. Donc là, c'est vraiment ces deux fiches actions qui nous concernent aujourd'hui avec des objectifs opérationnels. Je vous ai donné quelques exemples d'actions, mais bien entendu qu'il y a plein d'autres projets qu'on pourrait mettre en place autour de ces fiches actions. Et comme M. Momon vous l'a expliqué, c'est des porteurs de projets qui viennent nous chercher au niveau du territoire. Et nous, à partir de ces projets, on regarde s'ils rentrent dans nos axes stratégiques. Et ces projets sont proposés justement à ce comité de programmation qui, eux, vont voter les projets et donner un avis d'opportunité pour obtenir une subvention leader. Voilà. Donc après le programme leader, il y a un certain nombre de règles à respecter pour obtenir une subvention leader. Mais si vous êtes intéressé par le programme leader ou si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Alors, juste pour un petit mot, les programmes, tous les projets peuvent être portés par des privés Oui. ou par des collectivités. Ouais. Bon. J'imagine que ici, c'est plutôt les collectivités qui seront intéressées par ces projets. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation du leader. On en arrive donc à la fin, le temps de questions-réponses. Je vois qu'entre-temps, une question est déjà arrivée. Donc, je vais pouvoir la soulever. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou tout simplement lever la main et je vous donnerai la parole. Donc, une question de Mairie à l'attention de Monsieur Monge. Donc, avez-vous la particularité d'avoir des bords de Seine? Avez-vous la maîtrise des ripisylves ou est-ce-vous la seule gestion de VNF ou autre? Monsieur Monge peut-être est parti. Oui. Non, je suis là. Très bien. Est-ce que vous pouvez me répéter la question? Bien entendu. Elle est dans le chat questions-réponses. Donc, avez-vous la particularité d'avoir des bords de Seine? Avez-vous la maîtrise des ripisylves ou est-ce sous la seule gestion de VNF ou autre? L'aménagement des bords de Seine, on le fait, c'est l'aménageur ou pleine commune qui le fait. Oui, il y a des ripisylves et ensuite la gestion elle se fait en partenariat avec VNF, oui, mais quand on fait l'aménagement, quand on le bâtit, quand on construit, c'est nous qui le faisons, voilà. Et ensuite, il y a quand même une gestion qui est faite par le territoire. VNF, ils interviennent
Par exemple, sur les arbres, ils interviennent quand ils sont dangereux pour la navigation. Mais VNF, ils ne font pas de la gestion des arbres de bord de Seine. Voilà. Ils le font pas dans le sens, ils le font en lien avec la navigation. Très bien, merci pour votre réponse. J'espère que ça répond à votre question, Monsieur Méry. N'hésitez pas, on a encore un peu de temps. Donc, si vous avez des questions, allez-y, soulevez-les. Que ce soit aux intervenants, aux élus, ou même à nous, AREC, FIBOA et Collectivité de France, si vous avez des points à repréciser. Je vois la question de Dominique Boss, enfin la réflexion. Effectivement, on n'a pas trop précisé l'enjeu de la prévention des incendies, de la prévention des événements climatiques. Hein. Effectivement, je l'ai vite évoqué dans les enjeux de gestion durable, mais effectivement, on n'est pas entré dans le détail. Par contre, on peut vous les fournir, notamment Sophie de Dieu, qui, je crois, a des exemples de collectivités qui ont mis ces actions dans leur plan climat. Effectivement, j'en ai relevé une, mais voilà, il y a peut-être des trous dans la raquette. Et encore une fois, il y avait 33 collectivités sur les 43 qui Oui. avaient été analysées. Et c'est l'agglomération de Fontainebleau qui a une action sur la sensibilisation au risque d'incendie. Ça avait été soulevé. Et de mémoire, j'avais aussi dans les discussions avec certains référents des difficultés qui avaient été relevées dans la discussion entre l'équipe locale d'élus sur l'intérêt parfois ou la nécessité de prise en compte de ces risques qui sont peut-être parfois peut-être pas sous-évalués, mais après c'est juste un témoignage parmi d'autres. Mais en tout cas, ça avait été quand même soulevé. Et sur la partie inondation, effectivement, c'est la préservation vraiment là de la forêt permet d'éviter des surfaces imperméabilisées et donc d'absorber les risques, de pouvoir participer à diminuer cet aléa. Ça, c'est effectivement un point très important. On a également une question dans le chat. Donc, je suis en train de reprendre tous les échanges qui ont eu lieu. Une question, alors je vais peut-être m'adresser à Mathieu Delcambre, parce que c'est un sujet qu'on a souvent aux collectivités forestières. Comment convaincre les particuliers d'adhérer à une gestion durable ou à un échange de parcelles? Nous avons essayé ça à la CCPM et ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si Mathieu Delcambre, vous êtes encore avec nous, puisque c'est un sujet sur lequel on travaille effectivement beaucoup, notamment avec le CNPF, donc la forêt privée, puisqu'il faut savoir que la forêt privée est extrêmement morcelée. Il y a souvent beaucoup de particuliers qui soit ne savent plus qu'ils sont propriétaires, soit ne souhaitent pas forcément mettre en gestion leurs parcelles. Et ça fait partie des projets qui sont mis en place notamment par le CNPF. Nous, on travaille également dessus, notamment par rapport aux biens vacants à 100 mètres. Voilà, mais il y a peut-être des exemples de PCAET qui ont engagé ces travaux-là. Sophie, est-ce que tu aurais des exemples? J'ai noté la communauté d'agglomération du Val d'Europe, qui est un exemple, puis moi c'est Marina, et je pense qu'il y a des enjeux effectivement, puisqu'il y a en plus des financements à la clé, notamment proposés par la région Île-de-France. Oui. Et il y a également d'autres territoires qui mènent ces travaux-là, notamment le département de Seine-et-Marne, qui mène des échanges, sessions, ventes de parcelles sur des territoires très précis, sur des massifs déterminés à l'avance. L'idée, c'est de regrouper le plus facilement possible et le moins de temps possible aussi un certain nombre de parcelles et d'arriver à avoir des unités de gestion qui soient aussi gérables. Voilà, mais ça, c'est pour le département de Seine-et-Marne. Après, il y a d'autres initiatives, effectivement, des financements au niveau de la région qui existent. Très bien. Alors, je vois maintenant qu'on a 2 autres questions. Je vais reprendre dans l'ordre. Qui veut prendre la parole. Exactement. Il y a une question qui était dans le chat. Vous n'avez pas parlé, me semble-t-il, d'obligations réelles environnementales, donc les ORE. Qu'en pensez-vous? Moi, là-dessus, je délègue la question. À vous de ne pas avoir la réponse.
faudrait peut-être repréciser la question sur l'obligation réelle. Et en tout Oui, cas, peut-être dans quel sens vous entendez cette question. Donc, monsieur Nicolas Falampin, comment vous voulez, excusez-moi, comment vous l'interprétez par rapport aux propos qu'on a tenus? Peut-être ça nous permettra d'y répondre plus précisément. Dans cette attente, je vais à comment l'utiliser, son intérêt réel. Est-ce que l'un de vous saura y répondre ou est-ce que, à défaut, Nicolas Falampin, on va bien entendu se renseigner et vous proposer une réponse par écrit ultérieurement si on n'a pas de réponse instantanée à proposer, on vous en proposera une par écrit. d'accord. Non, je vois. D'accord. Oui. Alors, je vais me la noter et ensuite on vous fera une réponse par mail. Je vais donner la parole donc à X Génère du CNPF. Si vous souhaitez parler, allez-y. Vous pouvez poser votre question. Je vois que vous avez levé la main. Oui, bonjour, Xavier Genner du Centre national de la propriété forestière. Pour compléter ce que disait Clotilde Garot sur le regroupement foncier, en effet, le CNPF, établissement public de l'État, a mené des actions, notamment avec Grand Paris Seine-et-Oise, pour référencer tous les propriétaires qui étaient partants pour vendre leurs petites parcelles boisées. Et on tient une bourse aux parcelles sur un site internet qui s'appelle La Forêt Bouge. C'est facile à retenir. Vous pouvez aller voir, La Forêt Bouge, et toutes les parcelles en vente sont affichées sur ce site internet et tous les candidats à l'acquisition peuvent se présenter. Donc c'est une forme de bourse aux parcelles. Nous avons aussi mené des bourses aux parcelles avec le parc naturel régional du Gâtinais français il y a quelques années. Ça avait donné lieu à des actes administratifs groupés signés par le président du département. Donc, ce sont des opérations de bourse foncière pour les parcelles boisées. Elles nécessitent quand même d'être bonifiées par une collectivité pour avoir un certain succès, pour que les acheteurs et les vendeurs ne soient pas trop rebutés par les frais d'acte. La Seine-et-Marne, justement, Clotilde Garot en a parlé également, mène aussi des actions foncières. Et là, elle appuie, elle donne soit 80% des frais d'acte, soit elle fait un acte administratif départemental. Et elle fait ça sur des territoires bien ciblés qu'elle décide chaque année. Elle en prend 3 ou 4 sur 150 à 200 hectares boisés. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez d'autres renseignements sur ce sujet. Je vous remercie. Je vois que Mary, donc vous avez posé une question sur le suivi des biens vacants 100 mètres et que Elodie Migaud vous a répondu, donc qui fait partie de la région Île-de-France. Voilà, j'espère que cette réponse vous convient. Sinon, n'hésitez pas à lever la main pour approfondir votre question. Une autre question. Il y a eu 2 questions. Il y en a une sur les biens vacants et 100 mètres et une sur la mise en gestion de la forêt. Comment convaincre, exactement. Donc, si quelqu'un veut prendre la question de Monsieur Méry, que je vais rappeler, quelles éventuelles implications des notaires pour identifier, gérer, suivre les biens vacants et 100 mètres sont-ils suffisamment motivés à s'impliquer le cas échéant? Alors moi, je peux apporter un début de réponse. Donc, je ne me suis pas présentée. Je m'en suis rendu compte après. Clotilde Garot des collectivités forestières d'Île-de-France. Par rapport à l'identification des biens vacants et 100 mètres, effectivement, c'est une grosse question sur le foncier forestier. Donc, peut-être en premier lieu, je vous invite à suivre notre webinaire qui aura lieu le 4 mars sur ce sujet-là notamment. On va parler biens vacants et 100 mètres, mais juste pour apporter quelques éléments de réponse, effectivement, l'identification des biens vacants et 100 mètres, c'est un gros sujet. Ça prend souvent plusieurs années pour les communes de les identifier. Donc nous, il y a maintenant un outil qui existe pour les identifier plus facilement. Par contre, effectivement, il y a un travail de recherche ensuite de la part des collectivités, auprès notamment de la publicité foncière, des services de la publicité foncière, pour identifier ces biens vacants, pour vérifier que ce sont bien des biens vacants et 100 mètres. Et ensuite, pour pouvoir les réintégrer dans le patrimoine communal, avant ensuite de pouvoir soit les garder, soit les revendre à des propriétaires privés pour arriver à avoir des unités de gestion un peu plus cohérentes. Effectivement, il y a un lien avec le notaire à faire qui est primordial. Et ça représente pour les notaires aussi une importante charge de travail parce qu'il s'agit souvent d'énormément de parcelles qui sont de petites superficies et pour des processus qui sont assez longs, qui prennent souvent 1 à 2 ans pour pouvoir ensuite réintégrer les biens vacants. Donc effectivement, c'est un processus qui est long.
et sur lesquels il y a plein d'acteurs qui sont mobilisés, le CNPF, département de Seine-et-Marne, les collectivités forestières. Voilà. Si je peux me permettre d'intervenir. Allez-y. Donc, je vous incite vraiment aussi à participer. Donc, le 4 mars, Clotilde, vous pouvez nous rappeler l'horaire du 4 mars? De 9h à 10h30 en Voilà. vidéoconférence. Alors, on évoquera particulièrement le savoir-faire et la compétence du département de Seine-et-Marne, qui a reçu un prix décerné en 2024 pour justement tout son travail pour lutter contre le morcellement parcellaire. Et vous serez certainement très surpris de voir le nombre de parcelles et l'étendue donc en termes de surface que cela peut représenter. Il y a un véritable intérêt donc pour les collectivités à rentrer dans cette logique des biens vacants sans maître, des BVSM. Pour revenir aux notaires, je ne suis pas là pour taper sur les notaires, loin de moi l'idée, mais l'exemple du département de Seine-et-Marne fait d'une part justement donne l'illustration de la capacité de faire des actes administratifs et de gérer via un géomètre, etc., ce genre de choses. Et puis, nous savons très bien, en tant qu'élus, maires, etc., de collectivités, que souvent, des parcelles sont oubliées par les mêmes notaires. Donc, lorsque vous recevez donc des pétitionnaires, des administrés, on s'aperçoit très rapidement que dans nombre de cas, des parcelles forestières, d'anciennes parcelles agricoles ont été oubliées suite souvent à des indivisions ou autres. Donc, ça demande la plus grande des vigilances. Il y aura quelques réponses à apporter. Donc, le 4 mars. Bon, remercie. Y a-t-il, excusez-moi, ma voix est défaillante. Y a-t-il d'autres questions à apporter ou à défaut, nous clôturons le webinaire. N'hésitez pas, en tout cas, on a encore quelques minutes, même si on a dépassé un petit peu l'horaire. Si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en. Je vous invite même d'ailleurs à lever la main plutôt qu'à les écrire dans le chat. Voilà, à défaut, sachez qu'on vous transmettra évidemment le replay. Il me semble que d'ailleurs, ça se fait automatiquement. Ce n'est pas le cas, je vous l'enverrai à vos adresses mail et aussi la présentation qu'on vous enverra sous format PDF. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous propose de clôturer ce webinaire que j'ai trouvé très instructif. J'espère que ça a été le cas, que ça a pu répondre à des questions que vous, élus de collectivités ou même services techniques, vous étiez posés et que ça a pu vous proposer des pistes de réponse ou en tout cas des réflexions intéressantes et inspirantes. N'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite aussi, à nous les faire parvenir à nos adresses mail. Donc, je vous ai laissé nos contacts qui vous pourrez retrouver aussi sur les slides. Donc enfin, voilà, on sera à votre disposition pour y répondre.